Dans cette vidéo, on va voir une technique d'algèbre linéaire pour déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire, ou plutôt pour déterminer efficacement le noyau et l'image d'une application. On va le faire avec un exemple, une application qui va de R3 dans R3, que je vous ai donné ici, donc 2x plus 4y moins 2z sur la première coordonnée, 3x moins 5y plus z sur la deuxième, et 4x moins 14y plus 4z sur la troisième coordonnée. J'ai mis la version matricielle juste à côté. Donc si on voulait déterminer le noyau de f, en gros, il faudrait qu'on résolve le système f de x égale 0 ou le système ax égale 0. Donc ça reviendrait à résoudre un système ou à appliquer un algorithme du pivot de Gauss. Dans le même genre, si on voulait trouver l'image de f, en fait, pour trouver une base, on a déjà une famille génératrice qui est donnée par les colonnes de A. On voudrait juste rendre libre les colonnes de A. Et donc pour faire ça, en fait, on écrirait lambda 1 fois cette colonne, puis lambda 2 fois la deuxième, puis lambda 3 fois la troisième est égal à 0. Et on chercherait si ce système a des solutions non nulles, et si oui, on enlèverait des vecteurs petit à petit. Donc pour le noyau, il faudrait résoudre un système. Pour l'image, il faudrait aussi faire des manipulations qui ressemblent. Du coup là, je vais proposer une méthode qui va faire 2 en 1, qui va être globalement basée sur un pivot de Gauss. L'idée, c'est qu'on va écrire notre matrice, et qu'en dessous, on va mettre la matrice identité. Donc un peu à la manière de la résolution d'un système linéaire, mais on va le faire en colonne ce coup-ci. Pourquoi en colonne? C'est parce qu'en fait, pour une matrice, c'est les colonnes de la matrice qui donnent l'image des vecteurs de la base, donc c'est les colonnes qui ont du sens. Et notre objectif, ça va être, à coup de pivot de Gauss, d'échelonner la matrice A. Qu'est-ce que ça veut dire échelonner la matrice A en colonne? En gros, l'idée, c'est qu'on va essayer de mettre des zéros un peu partout en haut à droite. Si on veut une définition rigoureuse, il faudrait que sur chaque colonne, je descends jusqu'au premier coefficient non nul, et j'ai envie que, à droite de ce coefficient, il n'y ait que des zéros. On va le faire sur l'exemple, ce sera plus parlant. Et quand on aura échelonné cette matrice, on verra qu'on aura tout de suite directement une base du noyau et une base de l'image. Donc c'est parti, on commence avec cette écriture, on va essayer d'échelonner A en colonne, du coup de faire apparaître déjà des zéros ici et ici. Donc la première colonne, je ne la touche pas, et en dessous, la première colonne de l'identité, je ne la touche pas. Ensuite, je vais enlever 2 fois la colonne d'au-dessus pour avoir donc 0, donc moins 11 et moins 22, moins 22 qui viendrait de moins 14, moins 8. Et j'ai enlevé 2 fois la colonne 1, donc j'ai 0, 1, 0, et j'enlève 2 fois 1, 0, 0. Ici, je vais ajouter une fois l'autre colonne. Donc là, je vais avoir 0, 0, 1 plus une fois la première colonne. Et du coup, ça va me donner 0, 3 plus 1, 4, et 4 plus 4, 8. Ok, donc je vais pouvoir continuer. Maintenant, sur ma deuxième colonne, je prends le premier coefficient non nul, il est ici. J'ai envie que sur sa ligne, j'ai que des zéros là. Donc j'ai envie d'effacer ce 4. Alors ce que je vais commencer par faire, moi, ça va être déjà simplifié, parce que les onzièmes, c'est un peu pénible. Du coup, je vais diviser par moins 11. Ça va me donner... Donc la première colonne, elle n'est pas touchée. La deuxième, ça me fait donc 0, 1, 2. Et ici, donc je divise par moins 11, donc ça me donne 2 onzièmes, moins 1 onzième et 0. Et maintenant, sur la troisième colonne, je peux enlever 4 fois la colonne qui est ici. Donc ça va me donner, j'enlève 4 fois 1, ça me donne 4, auquel j'enlève 4, 0. 8 auquel j'enlève 4 fois 2, ça me donne 0. Et en dessous, du coup, j'avais 1 et je vais enlever 4 fois 2 onzièmes. Donc je vais enlever 8 onzièmes, ça doit me faire 3 onzièmes. Ici, 0 et j'enlève 4 fois 1 onzième, donc je rajoute 4 onzièmes. Et 1 et j'enlève quelque chose fois 0, donc il me reste 1. Donc là, on a fini, parce que sur la dernière colonne, on n'a que des zéros. On a fini d'échelonner la matrice. Et on va voir que ça va nous donner à la fois une base de l'image et une base du noyau. En fait, on va séparer la partie qui n'est pas nulle avec la partie qui est nulle en haut. Et donc, pour le noyau, il suffit de regarder ce qui est en face du 0. Ça va être une base du noyau. Pour l'image, on va prendre sur la partie qui contenait A à la base, la partie qui n'est pas nulle, ça va être une base de l'image. Donc dans mon exemple, une base du noyau, ça serait 3 onzièmes, 4 onzièmes, 1,
ou si je multiplie par 11, ça me ferait 3, 4 et 11. Et une base de l'image, ça serait 2, 3, 4 et 0, 1, 2. On peut vérifier que ça a l'air cohérent au moins pour le noyau, que 3, 4, 11, c'est bien dans le noyau. 2 x 3, 6, 4 x 4, 16, 6 et 16, 22, et j'enlèverai 2 x 11, ça me fait bien 0. Je peux faire la même vérification sur la deuxième et sur la troisième ligne. Normalement, je trouve bien 0. Et donc, pourquoi est-ce que tout ça, ça marche? On va commencer déjà avec l'image. L'image, on a dit que en prenant les colonnes de A, on avait une famille génératrice de l'image. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est de rendre cette famille libre, ou plutôt de faire en sorte d'avoir plein de zéros, et maintenant on a enlevé tous les zéros, nécessairement, cette famille, elle est libre. En fait, vu que c'est échelonné, et que du coup, à chaque fois quand on prend un coefficient, il n'y aura que des zéros après, ça sera évident qu'elle est libre. Donc on avait une famille génératrice qu'on a en plus rendue libre, du coup, c'est une base. Pour le noyau, en fait, il faut se rappeler ce que signifie A. A, ces colonnes, c'est les images des vecteurs de notre base. Donc, ça, c'est l'image de 1, 0, 0. Ça, c'est l'image de 0, 1, 0. Et ça, c'est l'image de 0, 0. À chaque fois, quand je fais une opération sur le bloc du haut, je fais la même opération sur le bloc du bas. Et du coup, vu que ma fonction f, elle est linéaire, j'aurai toujours cette chose qui sera préservée. À chaque fois, quand j'aurai un vecteur en bas, au-dessus, j'aurai son image. Donc en fait, si à un moment j'ai E1, E2 et E3, trois vecteurs quelconques, en fait, au-dessus, j'aurai toujours f de E1, f de E2 et f de E3. Ok, du coup, moi je cherchais une base du noyau de f, donc je cherchais un peu tous les vecteurs tels que, quand je leur applique f, j'obtiens 0. Si je prends tous ceux où j'ai des 0, en dessous, j'ai forcément une famille génératrice du noyau. Pour être sûr qu'on n'a oublié personne dans le noyau et qu'on n'a pas de doublon, c'est-à-dire qu'on a bien une famille qui est à la fois libre et génératrice, il suffit de le voir avec les dimensions, parce que si on applique le théorème du rang nous dit que la dimension de l'espace de départ, c'est la dimension de l'image plus la dimension du noyau. La dimension de l'ensemble de départ, c'est le nombre de colonnes que contient A. Si on applique A à un vecteur, il faut bien que le nombre d'inconnus ici, ça soit la même chose que la largeur de A. Donc ça, c'est égal à la dimension de l'image plus à celle du noyau. Si je le refais ici, ça c'est égal à la dimension de l'image plus celle du noyau. J'avais déjà une base pour l'image, forcément ici du coup je suis sûr que j'oublie personne. Et donc ça c'est une méthode qui est très efficace pour déterminer le noyau et l'image d'une application. Je vais juste expliquer ce qui se passe quand on n'a pas une matrice carrée parce que ça fonctionne aussi, et après on passera à des exercices. En fait, même si on a une matrice A qui n'est pas carrée, ça ne va pas changer le problème. On va toujours écrire notre matrice A, donc avec la largeur, c'est le nombre de dimensions au départ, et la hauteur, c'est le nombre de dimensions à l'arrivée. Et en dessous, on va mettre la matrice identité, donc qui est bien carrée, avec la même largeur, donc forcément le nombre de dimensions qu'on avait au départ. Et du coup, vu que l'identité, c'est une matrice carrée, on va aussi avoir le nombre de dimensions au départ. Et on va pouvoir résoudre notre système. À la fin, on va se ramener du coup à avoir une matrice A' échelonnée et que des zéros tout en haut, et tout en bas, on va avoir deux blocs. Notre matrice A', ça va être une base de l'image. Et pour la base du noyau, il faut regarder ce qui est en face du 0. Ici, ça va être une base du noyau. Pour vérifier qu'on ne dit pas n'importe quoi, ici, en hauteur, on a bien l'arrivée, donc on a bien des éléments qui appartiennent à l'espace d'arrivée, c'est bien pour l'image. Et ici, la hauteur, c'est l'espace de départ en termes de dimension, donc on a bien des éléments qui appartiennent à l'espace de départ, donc qui sont dans le noyau, on ne se trompe pas sur les dimensions, du coup, tout fonctionne bien. Et enfin, ici, c'était vraiment important de faire le système en colonnes, parce que c'est les colonnes de A qui donnent les images des vecteurs de la base. Si on essaye de le faire sur des lignes, on va plus s'en sortir. Et du coup, là, on vient de voir comment ça marchait sur un exemple. Maintenant, on va passer à la partie exercice où je vais vous demander de le refaire sur quelques exemples. Et ces exercices seront corrigés dans la prochaine vidéo.